Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Aujourd'hui, c'est une interview, la première pour moi, une interview atypique avec deux grandes personnalités atypiques. Commencer leur carrière comme artistes visuels après Miami et New York avec la galerie Spilieno Project pour Art Basel. Mes invités aujourd'hui sont des artistes hors pair, se produisant comme DJ à travers le monde pour les grandes marques de luxe. Ils ont commencé et ils ont couvert et fait danser le monde entier, de Paco Rabanne au Grand Palais, à Jean-Paul Gaultier à Stockholm, en passant par Armani à Milan. Habitués aux grands événements, le monde les appelle. Ils ont officié lors de la soirée d'ouverture au Festival de Cannes ou au Bal de la Rose à Monaco. Mes invités sont rayonnants de joie et font rayonner le monde entier. J'ai la joie, le plaisir et l'honneur de recevoir le duo de DJ William Wilson d'Oberganger, composé par les frères jumeaux Brice et Régis Abi. Brice et Régis, soyez les bienvenus. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci de me recevoir dans le restaurant de votre frère. Merci beaucoup. Et je voudrais tout d'abord commencer par une citation d'Henri Michaud. Voilà ce qu'il dit, je le cite. L'un dit une chose, l'autre allait justement dire la même chose. Il semble qu'il était impossible de parler autrement. On est strictement jumeaux, se distinguer, on n'y songe plus. Identité, identité. Régis et Brice, et vous, qui êtes-vous? Vaste sujet. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense en fait à une sorte de petite maxime en fait qu'on s'amuse en fait à sortir assez souvent, à savoir il y a l'unicité dans la duplicité, la duplicité dans l'unicité. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc ce serait un petit peu ce qui pourrait un peu nous caractériser d'une certaine façon. De manière assez courte et concise. Voilà. Et si vous deviez vous caractériser en un seul adjectif, quel est pour chacun d'entre vous votre plus belle qualité? Donc on est censé voilà. donner une note. Ah oui, d'accord, oui, c'est assez. Non, c'est comme les autres vous voient. Hein. D'accord. D'accord, c'est toujours un exercice qui est quand même assez périlleux, on va dire. Oui, parce que c'est l'auto. Adjectif. Difficile. Je dirais obstiné. Obstiné. D'accord, obstiné. Et Brice? Oui, c'est assez juste. C'est qu'en fait, quelque part qu'on n'arrive pas à obtenir quelque chose, en passant par la grande porte, on n'hésite pas à essayer de prendre la fenêtre, passer par la fenêtre. Voilà. Obstiné ou déterminé? Ça c'est intéressant. Si lui dirait obstiné, moi je dirais déterminé, voilà. Et quelle est la différence que vous faites entre les deux? L'obstination est un peu proche en fait d'un exercice en fait qu'on répète, du moins de manière presque quasi. Puisque tu disais obstiné, moi je dirais obstiné, en fait il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de la foi peut-être, parce qu'il y a peut-être aussi en fait une sorte oui, je sais pas, une intuition qu'on va dans la bonne direction, voilà, donc de la foi. Comment définissez-vous la foi? Attention, oui. Attends, quand je dis foi, effectivement, attention, je l'entends dans le sens croire en soi-même, oui, voilà, ça, dans le sens croire en soi-même, voilà, attention, croire en soi-même, effectivement, ou refuser d'avoir un autre projet, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan B. D'accord, parce qu'on aurait pu le comprendre de la manière métaphysique en disant... Oui, bien sûr. Non, mais c'était pas là, je reprends d'accord, dans le contexte, bien sûr. Voilà. Alors, je voudrais... sensible. Alors, je voudrais une autre définition, peut-être, puisque votre profession est d'être DJ, quelle définition donnez-vous du DJ? C'est intéressant parce que bon, faut savoir qu'en fait l'ancien terme effectivement c'était plutôt une sorte de maître de cérémonie. Oui. Voilà, donc c'est un peu celui qui permet aux autres de rentrer en fait en communion, de se rencontrer en fait par la danse, voilà. Donc alors ça c'est effectivement on pourrait dire que c'est une sorte
l'étymologie un peu plus traditionnelle de la C'est ça. chose, voilà, voilà. Bon, maintenant, effectivement, ça a un peu évolué, hein, bien sûr, parce que c'est à la fois faire danser les gens et aussi créer une atmosphère, en fait, pour un événement, créer, en fait, une sorte de mettre en musique, en fait. C'est un petit peu, il y a un côté un petit peu quasiment cinématographique. Oui, voilà. metteur en scène. Ah, voilà. Ouais, C'est un peu metteur en scène, metteur en fête. Metteur en fait. Voilà. Ah, excellent. Est-ce que vous arrivez à vivre seul? Je dis cela au niveau de la musique parce que l'écrivain Frédéric Becbédé souligne qu'un DJ n'existe qu'à travers les autres. Il pique la musique des autres pour faire danser d'autres autres. Comment réagissez-vous à cette... Ah, ben, c'est intéressant, ça c'est juste une certaine façon, mais c'est un petit peu comme si oui, un comédien, effectivement, oui, va interpréter différents types de personnages. Il emprunte ses mots à des... Il emprunte des mots en fait, à des auteurs, etc. Mais bon, dans le cas de la musique, effectivement, moi je pense que en tout cas, parce qu'effectivement, il y a plusieurs cas de figure. Dans le cas, effectivement, quand on fait un DJ set, quelque chose d'un peu plus je veux dire, classique, traditionnel, effectivement, oui, c'est de la musique des autres, bien sûr. Mais je pense qu'effectivement, quoi qu'il arrive, on ne dit pas la même chose en fait en fonction des morceaux qu'on passe. Ça ne veut pas du tout dire la même chose, voilà. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, deux artistes en fait peuvent enchaîner des morceaux en fait d'une façon diamétralement opposée et la soirée on est totalement modifié, voilà. Oui, ça, et Brice, est-ce que vous pouvez rajouter Alors, concernant ce que Frédéric avait dit, en effet, oui, alors on va dire qu'il emprunte cette musique-là à d'autres personnes, mais en fait, c'est l'article, comme Régis a dit très justement, c'est l'articulation, la symphonie. On pourrait même dire, on ne parle même pas de notes, mais en fait c'est comme si on considérait chaque morceau comme faisant partie d'une partition. C'est leur agencement bien particulier qui crée en fait une énergie, une émotion différente. Donc en réalité, oui, il va emprunter en fait des morceaux comme des notes de musique pour créer une symphonie globale pour l'ensemble de la signature sonore en fait de l'événement. Voilà. C'est marrant ce que vous dites parce qu'on va reparler de la symphonie des notes. Il n'y a pas de musique sans son. Les sons. Quelle définition donnez-vous du son? Ah, le son. Ah, d'accord. Bon, essayer de distinguer son et bruit. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Voilà. Non, bon, en même temps, c'est-à-dire que bon, il y a, oui, dans la musique concrète, etc., il y a des utilisations en fait, effectivement, de sons qui sont considérés comme des bruits, qui sont transposés en fait pour créer de la musique un peu très particulière, Schoenberg, machin, genre de choses comme ça. Donc bon, si je dis effectivement, comment distinguer un son d'un bruit, moi je pense qu'effectivement c'est simplement en fait à l'auditeur en fait d'en décider finalement. Et pour Brice Alors, son d'un bruit. Je vais peut-être vous aider avec Platon. Vous allez peut-être répondre à Platon, peut-être, qui souligne que les sons prennent une sensation agréable aux ignorants et une jouissance raisonnée à ceux qui savent. Ah, voilà, bah oui, c'est exactement ça, voilà. Donc oui, c'est super intéressant. Donc oui, quand on y pense un peu, c'est exactement ça. Ouais. Alors en fait, un son pour une oreille profane a une signification, en fait, j'ai envie de dire, voilà, totalement... voilà, même d'aucune existence. Oui, il rapproche d'un bruit, voilà. Ouais. Et voilà, et par exemple même, pour une oreille avertie, un son et plusieurs sons additionnés, agglomérés vont former une mélodie. Oui, c'est ça, mais alors, une mélodie, ce sont des notes qui sont les unes après les autres, voilà, finalement. Mais quelle est la force dans la musique de la distance qui réside entre les sons? La force à la distance qui réside entre les sons. C'est-à-dire ce silence qu'il y a entre les sons. Quelle est la force qu'on peut y trouver? Et oui, que vous passez votre temps dans le son, la musique, etc. Je sais peut-être. Ah, d'accord, parce que oui, c'est parce que. C'est intéressant, mais là j'ai envie de citer, parce que oui, c'est extrait d'un film qu'on aime beaucoup. On dit chaque bruit compte dans le silence. Voilà. Chaque bruit compte dans le silence. Voilà. C'est intéressant, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas plus vrai que ça finalement. C'est que
finalement, en fait, les périodes en fait, de silence entrecoupant en fait, ensuite, qui s'entrecoupent en fait de périodes effectivement joyeuses, pleines de musique, etc., en fait, permettent en fait de sublimer, en fait, je pense qu'on peut dire, l'existence en général et surtout la force en fait des sons et des mélodies qui passent. Voilà. C'est-à-dire que bon, je veux dire que la musique permanente, il n'y a rien de plus agréable de passer par des périodes de silence et ensuite d'aller dans quelque chose d'un petit peu plus endiablé, etc. C'est ça qui rend, rend les choses intéressantes, je ne sais pas. Non, je comprends. C'est comme si... Pour susciter le désir de réentendre des sons, il faut passer par le silence, peut-être. Ouais. Vous avez raison, mais finalement, ce que vous dites est intéressant, mais le silence, c'est-il un son? Ah, dans certains cas de figure, oui, mais bon, en même temps, c'est pas... Bon, le silence, mais qu'est-ce qu'on entend par silence en même temps? Parce que le silence, c'est l'absence de paroles, c'est l'absence si on parle dans la nature, oui, la nature n'est jamais vraiment silencieuse. Mais le vrai silence, c'est le vide intersidéral. Bon, même le vide intersidéral, il y a quand même un son, un son dans l'espace. Trouver des samples de hasard, en fait, où c'était enregistré, par exemple, même le son d'un trou noir. Même un trou noir a un son. Donc oui, est-ce que le silence, le vrai silence qui existe, ce serait quoi, la surdité? Oui, ça c'est le silence absolu. Parce que le philosophe Yankelevitch, grand philosophe Yankelevitch, va donner une définition du silence. Il souligne que le silence est le désert où fleurit la musique, et la musique, cette fleur du désert, est elle-même une sorte de mystérieux silence. D'accord. Mystérieux silence, c'est le désert où fleurit la musique. Exactement. Ça rejoint un peu ce que... Voilà, oui. Bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est du silence qui finalement va germer le son. Et en fait, c'est comme si en cultivant, en fait, mais aussi l'ordre un peu de l'absence, en fait. Tout à fait. De l'absence et l'envie et du manque. Pour créer le désir, voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, le désir naît du manque. Voilà. Oui. D'accord. C'est intéressant. D'accord. C'est qu'effectivement, on peut passer du vide, mais qui a une nécessité à être comblé. Voilà, c'est ça. Ça articule comme ça. C'est vrai que j'avais jamais vraiment pensé de façon aussi littérale à la chose comme ça, mais c'est assez vrai. Et vous, alors, au moment où vous produisez, quand vous êtes DJ dans les grands événements, comment intégrez-vous le silence? Non, mais en réalité, on va dire que il y a toujours, en fait, dans un enchaînement on va dire musical, en fait, de morceaux, je sais pas quoi, il y a toujours en fait une sorte de souffle, en fait, quelque part, où il faut quand même, entre deux morceaux, souvent l'idée, principalement en fait, quand on mixe la musique, dans des clubs, principalement l'idée c'est d'enchaîner les deux morceaux avec une articulation entre les rythmes qui se synchronisent parfaitement, pour éviter la plupart du temps d'avoir une coupure, dans l'idée en fait pour les clubs. Mais en fait, effectivement, après pour des événements un petit peu plus, on va dire, plus personnalisés, avec nos recherches musicales, je ne sais pas, un petit peu plus différentes, on peut se permettre d'avoir des temps de respiration. Et ces temps de respiration-là sont plus ou moins courts et peuvent permettre après ce qu'on appelle, comment je peux dire ça, oui, on peut repartir en fait après sur une montée harmonique, quelque chose de, voilà, de beaucoup plus, on peut basculer en fait sur quelque chose de beaucoup plus riche en fait en termes d'intensité, en basculant par exemple en fait, d'un rythme d'une musique beaucoup plus type, je veux dire par exemple si on va dire disco, new disco, et tout d'un coup il bascule sur quelque chose en fait d'un peu symphonique, voilà. Et voilà, donc là en fait on crée des coupures en fait, même de genre, qui peuvent créer une intensité émotionnelle. Et c'est comme si indirectement ces silences dont vous parliez, c'est comme si c'était un petit moment souvent pour permettre en fait à l'oreille de l'auditeur
c'est pas de se nettoyer, mais de se remettre un peu à vide. Et puis juste après, la surprise peut apparaître parce qu'il est prêt à la recevoir. Et quand vous produisez, quel est votre premier objectif? Est-ce que c'est d'apporter de l'émotion à celles et ceux qui sont là, à ceux qui dansent, ou au contraire de leur faire sortir leurs émotions? Intéressant. Ben, je pense que quoi qu'il arrive, c'est que quel que soit ce qu'on propose aux auditeurs, ceux qui sont présents, ça qui est intéressant dans la musique, c'est que même si, quel que soit le morceau qu'on écoute, il y a toujours en fait une part intrinsèque en fait de l'individu que ça touche, qui est très personnel. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en passant même un morceau que quelqu'un ne connaît pas du tout, finalement, ça peut toujours effectivement réveiller en fait une émotion qui n'appartient qu'à lui, mais qui lui donne envie en fait de se lâcher, tout simplement, voilà, d'être dans une sorte de réjouissance, voilà, quelque chose d'un petit peu emporté comme ça, c'est un peu ça. Et vous, Brice, que pourriez-vous rajouter? Alors, bon, comme tu disais, oui, on ne peut pas forcément s'adresser personnellement à chacun. Dans l'idée, c'est quelque part, c'est proposer quelque chose qui puisse, parce qu'en fait, on ne peut jamais plaire à tout le monde, sur un instant ou sur une proposition à un instant T. Mais l'idée, en fait, c'était d'organiser les choses de manière, avec une cohérence, comme on disait, harmonique, de genre et avec de l'émotion évidemment, mais l'émotion va être dissociation, ça peut être dissonant aussi évidemment, parce que tout dépend en fait de l'objectif. Mais en réalité, c'est un peu comme proposer quelque chose un petit peu au hasard, et puis après, en fait cette proposition là va trouver son public ou va trouver son c'est pas son âme sœur, mais t'as compris. Voilà. Donc en fait, en gros, l'idée, c'est jamais essayer de plaire au plus grand nombre. Jamais. Oui. Donc ça, c'est le piège dans lequel il ne faut absolument pas tomber. Parce que si on fait cet exercice-là... c'est quand même pour proposer en fait une sorte de couleur qui nous est propre. Quand même, bien sûr. Donc peu importe que le plus grand nombre il soit réceptif ou pas, s'il y en a même ne serait-ce que 2 qui ont compris le message, c'est déjà énorme. Alors, on est dans une interview philosophique. Tout d'abord, vous définissez-vous comme des artistes? Et si oui ou sinon, quelle définition donnez-vous de l'artiste? Artiste, oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc la définition de l'artiste, en fait, je pense que, au point de vue, on peut se mettre d'accord aussi, mais je pense que c'est avant tout quelqu'un qui a juste le courage, en fait, de mettre en avant en fait, de matérialiser en fait ses émotions, ses pulsions les plus profondes, qu'il a le courage effectivement de mettre effectivement les soumettre au jugement d'autrui, parce qu'effectivement c'est ça aussi les artistes, c'est la démonstration. Donc il y a aussi l'idée de proposer quelque chose et puis d'accepter que ce soit, comme on dit, jugé ou non. Et pendant que les gens sont en train de juger la chose, il faut créer au même moment. C'est Oné Dijon qui est une DJ new-yorkaise, qui a eu des propos à peu près similaires, j'ai trouvé ça qui était assez juste. Et il pourrait rajouter que, alors oui, en effet sur ça, oui, c'est une sorte de prise de risque de s'exposer au jugement en fait d'autrui. Et l'artiste aussi, c'est aussi un individu qui n'a peut-être pas renoncé à une petite part de son enfance. Quand je dis dans l'enfance, c'est avoir dans le monde adulte, on va dire, le courage de rêver encore. Le courage de rêver encore, c'est un petit peu une ça. certaine innocence. Voilà, il y a un peu de ça. Il faut être un petit peu fou pour être un artiste. Fou mais raisonnable. Et quel lien faites-vous entre la musique et la philosophie?
La musique et la philosophie. Intéressant. Intéressant. Bon, c'est vrai qu'effectivement, la musique en elle-même a une dimension très. Peut avoir, dans certains cas de figure, une dimension très mathématique, avec la division, effectivement, et avec le rythme, le beat par minute, etc. Donc, oui, effectivement, les notes de musique, etc. Bien sûr. Bon, c'est vrai qu'effectivement, c'est marrant de parler de ça, parce qu'il y a un ouvrage qu'on a beaucoup aimé, effectivement, en philosophie, Wittgenstein, en fait. Le Tractatus Logico-Philosophicus. Et c'était assez marrant, parce que moi, ce qui m'a vraiment pas mal intéressé, c'était la tentative, effectivement, de transposer, en fait, le langage philosophique quasiment comme des mathématiques. Vous voyez un petit peu l'idée comme ça. Donc, ça fait le parallèle avec... Donc, le parallèle, ça, donc, effectivement. Est-ce que la philosophie est comme la musique? Bon, écoutez, je pense que je n'ai pas vraiment d'exemple concret là-dessus, mais effectivement, je trouve que le parallèle est intéressant, parce que si on avait vraiment poussé cette proposition jusqu'au bout, si la musique est un petit peu mathématique d'une certaine façon, la philosophie là aussi, la proposition a déjà été faite, donc le parallèle est un petit peu là aussi. Les plus grands philosophes sont les plus grands musiciens, les plus grands mathématiciens. Pythagore, un grand mathématicien, c'est lui qui a ce qu'on appelle la gamme pythagoricienne au niveau de la musique, les tons et les demi-tons. Mais je voulais vous faire réagir avec Schopenhauer, le grand philosophe, qui souligne que la philosophie comme la musique disent l'essence des choses à travers la langue universelle. D'accord. Voilà le lien qu'il fait entre philosophie intéressant. Oui, parce qu'en fait, on a toujours beaucoup aimé, par exemple, Clément Rosset, tu vois. Clément Rosset, à l'école de Nice. Bien sûr. Le réel et le double et tout, voilà. Exactement. Tarot de plasticien, c'est beaucoup intéressé à ça. Et justement, Clément Rosset a beaucoup été inspiré par Schopenhauer aussi, en effet. Tout à fait. Sur le rapport avec la musique, tout ça. Et oui, alors comment réagissez-vous avec ce Schopenhauer? L'essence, il parle de l'essence des choses à travers la langue universelle. Et la langue universelle, ce serait la musique, évidemment. Évidemment, parce qu'effectivement, il n'y a pas un autre médium qui permet, en tout cas, de pouvoir réunir, en fait, des gens de cultures diamétralement opposées sur une musique, et ça, sur une sonorité, voilà. Et puis surtout, en fait, la musique est avant tout histoire de réjouissance, voilà, de communion. Communion. Oui, c'est intéressant ce que vous dites de communion. Qu'est-ce qui unit les personnes dans la musique? La communion, c'est unir avec, être en union avec. Et la musique, finalement, les personnes sont en union avec qui ou avec quoi? D'accord. Parce qu'en fait, à la fois, je pense qu'en fait, la plénitude, une sorte de plénitude, le plaisir qu'on a à écouter de la musique, d'une certaine façon, en fait, la musique, on n'entend que pour soi-même. Mais effectivement, en fait, ce qui je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on se retrouve, en fait, à éprouver en fait, un plaisir auditif, en fait, à écouter quelque chose, à en profiter, et à se retrouver, en fait, avec un maximum de personnes qu'on ne connaît pas du tout, et qui sont dans le même état, que soi, en fait. Donc, et finalement, en fait, on échange sans réellement, en fait, être... Évidemment qu'il y a une simultanéité, en fait, de réception sonore, etc. Mais la réception en elle-même reste quand même individuelle. Mais la simultanéité, en fait, de la chose fait que ça crée une connexion, en fait, invisible entre les individus. Une espèce de lien... une connexion. Un lien invisible, voilà. Alors, vous passez votre vie, d'une certaine manière, à faire danser les gens. Quelle définition donnez-vous de la danse? Que veut dire danser? Il y a quelque chose un peu de l'ordre de... En fait, c'est comme... c'est une sorte d'extase. Et quelque part, en fait, c'est une espèce de lâcher prise, ces mouvements en fait, coordonnés ou un peu moins coordonnés, voilà, parce que bon, on n'est pas forcément dans le temps pour danser. En fait. C'est comme on veut même danser. Si on peut même danser de manière contre-temps, bien sûr. Il y a certains qui dansent à contre-temps de façon très admirable. Voilà. C'est vrai. Bien sûr. Donc, oui, c'est une sorte d'extase. Ça vient lâcher prise. Et quels sont les bienfaits? Molière souligne que la musique et la danse sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble. En quoi sont-ils des arts? Et en quoi sont-ils unis? Parce qu'on peut écouter de la musique sans danser. Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que la musique, en fait, on peut écouter la musique sans danser, bien sûr. Mais effectivement, la musique invite d'une certaine façon aussi au mouvement. Et le mouvement
un mouvement coordonné d'une certaine façon, de façon répétitive, etc., devient une danse. Voilà, donc c'est là. Oui, parce que oui, comme étant dit, en fait, une danse n'a pas forcément je veux dire, vocation à répéter inlassablement les mêmes mouvements. On peut danser de façon totalement non coordonnée, bien sûr, c'est possible. Oui, on peut danser sans musique. Ouais, bien sûr. Et le mouvement dont vous parlez, peut-on dire que c'est un langage? Danser est-il parler? Ah, Qu'est-ce que ça dit sur les individus? Oui. Oui, peut-être que... mais ce serait intéressant effectivement d'analyser... ben oui, bien sûr, parce que je pense que en fonction du type de danse qu'on pratique, ça dit un petit peu beaucoup de soi-même, hein, bien sûr. En fonction des danses très spécifiques, il y a des danses de salon, voilà, c'est un peu autre chose. Il y a les danses plus urbaines, etc., avec la musique électronique ou encore les mouvements, hip-hop, ce genre de choses. Donc effectivement, ça dit beaucoup parce que vous avez raison, parce qu'il y a des danses qui se pratiquent tout seul, I dance alone, Oui. et il y a des danses qui se pratiquent effectivement à deux. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'effectivement ça n'a pas forcément nécessairement la même fonction. Voilà. Et alors, Régis, la grande danseuse Martha Graham, américaine, danseuse américaine, souligne que la danse est le langage de l'âme. Alors là, on est dans une réflexion métaphysique. Oui. En quoi, selon vous, la danse serait-elle le langage de Pourrait-elle l'âme? La danse. Mais en fait, on va dire, quand on va parler par exemple de danse un petit peu particulière comme les derviches tourneurs, par exemple, voilà. On est un peu leur carrément parler d'extase justement, voilà. Donc là, la danse rejoint le divin et le spirituel. Bien sûr. Donc dans ce cadre-là, en fait, c'est cette espèce de tournis et d'ivresse, on va dire, proche d'une sorte d'ivresse. D'accord, après il y a une volonté de se rapprocher effectivement du divin, là, du divin. Et donc là, bon, pourquoi ça pourrait être le rapport avec l'âme? Oui, parce que bon, c'est-à-dire que le moment où il y a une sorte de décrochage avec un petit peu avec le monde environnant en fait, et il y a une concentration qui est faite sur uniquement la musique et sur soi en fait, je pense qu'il y a quelque chose en fait une sorte de rencontre avec un petit peu ce qu'on peut qualifier en fait quelque chose de très intérieur. Voilà. Une rencontre avec son double intérieur, son âme, etc. C'est un sujet qui nous est particulièrement qui est très important, effectivement, parce qu'on a pas mal traité de nos travaux plasticiens aussi. Et je on aura possiblement parler un peu plus tard sur les projets musicaux. Oui, parce que alors, vous faites très bien la transition, vous êtes aussi artiste plasticien. Quel est votre objectif avec les toiles que vous produisez, etc. Finalement, cherchez-vous d'une certaine manière à parler au monde? Parler au monde, oui, bien sûr. Oui. C'est une sorte de quête qui est un petit peu sans fin, parce que qu'on traite du thème du double, on essaie effectivement justement, c'est-à-dire que ça concerne aussi bien le rapport de l'homme avec sa propre mortalité, comme c'était bien traité dans L'homme et la mort d'Edgar Morin, bien sûr, par exemple, et effectivement aussi dans l'ouvrage dont tu peux parler tout à l'heure, le réel et son double, bien sûr, de Clément Rosset. Et Clément Rosset, il y a aussi, finalement, en fait, en gros, c'est de l'ordre un peu le double, mais d'un point de vue phénoménologique, avec effectivement le reflet, l'ombre et l'écho d'avoir, le double de proximité en question. Donc bon, toutes ces thématiques en question sur le double, il y a une volonté en fait pour nous, parce que quand on parle des doubles physiques, les doubles physiques, ça peut être aussi les sosies, jumeaux, des choses, c'est ça, plein de choses aussi. Et donc finalement, en fait, en gros, nous, à travers ces travaux-là, c'est une sorte de recherche aussi qui est un petit peu très personnelle, hein, parce que ça nous permet aussi en fait de pouvoir mettre des mots et des explications sur quelque chose en fait avec lequel on vit de façon quotidienne et permanente. Voilà. Est-ce que vous n'essayez pas, à travers vos travaux,
de retrouver le double intérieur dans vous-même? Ah, parce qu'en fait, l'essence même de nos travaux qu'on expliquait, c'est de montrer clairement l'unicité dans la duplicité, comme on avait dit au début. Donc en fait, comme vous dites, en fait, chercher ce double intérieur, en fait, de le montrer. Donc quelque part, notre similitude et apparence physique qui est poussée en fait à l'extrême est clairement en train de montrer l'opposé. Je pense qu'on est exactement en train de démontrer qu'on n'est pas du tout des personnes identiques. Et c'est comme si quelque part, cette espèce d'uniforme, en fait j'ai envie de dire, presque pas monacal, parce que voilà, il y a une chanson d'esthétique assez minimaliste et tout, qui est censée faire poindre la différence dans l'idée d'un point de vue symbolique. Voilà. Mais finalement, est-ce que la force du double n'est-elle pas l'unicité? Finalement, nous sommes tous uniques. Bien sûr, oui, voilà, ils tableau unique, bien sûr. Ah, mais oui, la force du double, c'est l'unicité. Ah oui, une certaine... Oui, bien sûr, parce que... Donc, c'est-à-dire que bon, le point final de tout ça, parce qu'effectivement, c'est-à-dire que ça me fait penser à l'ouverture en fait d'Edgar Morin en fait dans L'Homme et la Mort, justement, quand effectivement en fait, il parlait en fait de c'était intéressant aux travaux en fait des personnes effectivement qui essaient de repousser le plus loin possible, quasiment d'éradiquer la mort, voilà, avec effectivement des améliorations biomécaniques, etc. Et donc en fait lui s'intéressait aussi à savoir jusqu'à quel moment finalement la part d'individu, la part de ce qui fait l'individu, l'unicité en question, en fait, à quel moment peut-elle survivre en fait au fur et à mesure qu'on avance et qu'on finalement on perd sa part d'humanité en fait en remplaçant des parties défaillantes en fait par des pièces cybernétiques, etc. À quel moment on garde cette unicité là? Bon, jusqu'où ça va, donc c'est un peu l'ouverture en fait qu'on aura fait dans le livre. Mais bon, pour rejoindre ce que vous disiez, oui, bien sûr que le caractère en fait l'intérêt en fait principal du double, c'est son unicité, son caractère lui-même épouvantablement unique. C'est intéressant parce que là, ça c'était parce qu'on aime beaucoup le cinéma aussi des années 60, et ça c'était dans Alphaville de Godard, où il parlait en fait à une sorte d'ordinateur et il parlait du caractère épouvantablement unique en fait de l'existence humaine. Voilà. Les amis, malheureusement l'interview va s'achever, mais je voulais tout d'abord déjà vous remercier d'avoir été là. Merci pour votre réflexion, très intéressante, très profonde, très humaine. Et je voudrais terminer par une citation, à mon sens, qui vous caractérise, et surtout qui caractérise ce que vous faites dans la musique, de Nietzsche. Dans son ouvrage Ainsi parlait Zarathustra, voilà ce qu'il souligne. Je considère comme gaspiller toute journée où je n'ai pas dansé. Il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde. Et je crois que c'est ce que vous faites. Vous faites danser le monde. Merci de nous faire danser. Et merci pour tout ce que vous ferez encore pour continuer à nous faire danser. Tout à fait. Merci pour ton invitation. Merci. Et le mot de la fin, si je puis me permettre, allez-y. Ce serait effectivement que, bon, d'une certaine façon, il y a la musique, bien sûr, que l'on passe, mais effectivement, là, en fait, on est en train de finaliser notre première sortie, en fait, de morceaux de propositions en musique électronique. Donc, effectivement, ça va être très intéressant en plus, parce qu'en fait, ça traite, en fait, du monstre et du héros, en fait, en référence au monstre mythologique, au héros mythologique. C'est ça, et je vous invite aussi à donner vos références sur les réseaux sociaux, on peut vous retrouver. Bien sûr, oui, www.doppelganger.paris pour le website. Et sur Instagram, doppelganger-Paris. Voilà. Et bien voilà, les amis, un très grand merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et d'excellentes vacances. Je vous retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao.